Cette femme a donné naissance à 21 enfants. Et aujourd'hui, alors qu'elle se prépare à accoucher du 22e, elle risque de ne pas revenir. Ce n'était censé être qu'une simple échographie de routine. La pièce était silencieuse, à l'exception du léger bruit inquiétant de l'échographie. Restée allongée, immobile, les mains posées délicatement sur son ventre, comme elle l'avait fait plus de 20 fois auparavant. Mais cette fois, quelque chose de différent. Le technicien ne sourit pas, ne fit pas les commentaires enjoués habituels. Il y eut un silence prolongé. Puis vinrent les mots qu'elle n'oublierait jamais, « Nous sommes un peu inquiets de la croissance ». Son cœur se serra, non pas par peur pour elle-même. Elle n'avait jamais eu peur pour elle-même, mais pour la vie en elle, une vie à laquelle elle ne s'attendait pas. Une vie imprévue, mais une vie qu'elle aimait déjà profondément. Radford avait 44 ans et était enceinte de son 22e enfant. La plupart des gens la prenaient pour une folle. Certains la trouvaient inspirante, d'autres irresponsables. Mais personne ne connaissait vraiment l'histoire derrière tout cela, les nuits blanches, les promesses silencieuses, la douleur qu'elle a portée pendant des années sous un air calme et souriant, et surtout la promesse qu'elle n'aurait jamais cru rompre. 6 ans plus tôt, elle avait enterré son petit garçon, Alfie. Il était venu au monde discrètement et l'avait quitté encore plus discrètement. Mort-né, Sue l'avait porté pendant presque toute sa grossesse. Elle avait choisi son nom, plié ses petits vêtements, préparé une place pour lui dans leur maison déjà animée. Et puis, un matin, à l'hôpital, plus de battements de cœur, juste le silence. Les jours suivants, suffit ce que font la plupart des mères. Elle fonctionnait. Elle embrassait ses autres enfants pour leur dire bonne nuit. Elle préparait le petit déjeuner. Elle pliait le linge. Mais tard le soir, quand la maison était silencieuse et que même Noël s'était endormi, elle écrivait. Elle s'assit à la table de la cuisine, une seule lampe allumée derrière elle, et écrivit une lettre à Alfie. Elle lui exprimait ses regrets, son amour pour lui et son refus de le remplacer. Si jamais elle avait un autre enfant, et elle n'y croyait pas, cela n'arriverait que si elle savait que cela ne blesserait pas son souvenir. À la fin de cette lettre, elle écrivait « Tu es notre ange, et tu seras toujours la dernière étoile de notre ciel ». Elle plia le papier en 4, le mit dans une enveloppe et le glissa dans une petite boîte à souvenirs en bois ornée d'un ruban jaune. Elle ne l'avait plus ouverte depuis. Jusqu'à ce matin-là, la maison bourdonnait comme d'habitude. Des miettes de petit déjeuner sur le comptoir, des chaussettes dépareillées dans le couloir, 3 boîtes de céréales ouvertes en même temps. Elle ramassait des vêtements de bébé au grenier, réutilisant les grenouillères, les petits bonnets et les moufles anti-grattage qu'elle avait récupérés de Bonnie, leur 21e enfant. Alors qu'elle soulevait une couverture pliée, la boîte tomba au sol, le ruban se détachant en heurtant le bois. Au début, elle ne réalisa même pas ce que c'était. Mais dès qu'elle la ramassa et vit sa propre écriture à travers le papier jauni, son souffle se coupa. Ses genoux cédèrent doucement sous elle. Elle était assise par terre, les yeux brûlants de larmes, le cœur battant la chamade, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. De la culpabilité, car elle était de nouveau enceinte et elle avait promis à Alfie qu'elle ne le serait pas. Ce n'était pas une femme qui faisait des promesses à la légère. Elle venait d'une vie où les promesses avaient été plus souvent rompues que tenues. Adoptée à la naissance, elle avait passé des années à se demander pourquoi ses propres parents l'avaient laissée partir. Elle avait juré de ne jamais laisser ses enfants se sentir comme des enfants de seconde zone, de ne jamais leur laisser croire qu'ils n'étaient pas désirés. C'était peut-être pour ça qu'elle en avait autant. C'était peut-être pour ça qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. Mais maintenant, assise par terre, cette vieille lettre sur les genoux, elle ressentait autre chose. De la honte. Une douleur profonde dans la poitrine qu'aucune échographie ni sage-femme ne pouvait diagnostiquer. Ce n'était pas une question d'opinion publique, ni de finance ni de célébrité. C'était une promesse entre une mère et son fils disparu. Plus tard dans la journée, elle raconta tout à Noël. Il l'écouta en silence, comme toujours. Il ne la jugea pas. Il ne l'avait jamais fait. Il posa simplement une main sur la sienne et dit, « Tu l'aimais à l'époque. Tu l'aimes toujours. Ce bébé ne remplacera pas Alfie.
Personne ne le pourra jamais. Et peut-être avait-il raison. Mais la culpabilité ne disparaissait pas. Elle subsistait dans chaque instant de calme. Lorsqu'elle pliait le linge, lorsqu'elle conduisait les enfants à l'école, lorsqu'elle attendait ses examens médicaux à l'hôpital, le monde voyait une femme à l'énergie débordante et au cœur assez grand pour élever 2 douzaines d'enfants. Mais à l'intérieur, elle n'était qu'une mère en deuil, celle d'un enfant qu'elle ne pouvait pas tenir. À l'hôpital, voyant l'expression de la technicienne passer de la routine à l'inquiétude, la culpabilité la submergea à nouveau. Avait-elle poussé son corps trop loin? Avait-elle agi contre la nature, contre le destin? Elle se souvenait des petits pieds d'Alfie, de la façon dont elle le berçait à l'hôpital, emmailloté dans une couverture bleue dans laquelle il n'avait jamais pu pleurer. Elle se souvenait du ton doux du médecin lorsqu'il avait dit « Vous n'avez pas à revivre ça ». Mais elle était là, et cette fois, il n'y avait pas de retour en arrière. Ils se sont rencontrés de la manière la plus ordinaire qui soit. Noel habitait dans l'impasse à côté de la sienne. C'était un ami de ses frères, discret, un peu maladroit, mais gentil. Su se souvenait qu'ils n'avaient jamais grand-chose à dire quand ils étaient enfants, sauf lorsqu'ils étaient seuls. Il parlait alors avec une douceur qui la rassurait toujours. Tout a commencé par des regards dans le couloir, des sourires partagés lors des barbecues familiaux, des mains qui se frôlaient en passant le ketchup. Et avant même qu'ils ne réalisent ce qui se passait, ils marchaient ensemble jusqu'à l'école, assis un peu trop près l'un de l'autre sur le canapé, trouvant des prétextes pour veiller plus tard que prévu. Il n'y a pas eu de confession dramatique, pas de grands moments sous les étoiles, juste un mélange progressif et silencieux de 2 vies qui semblaient destinées à se trouver. À l'âge de 14 ans, Sue avait déjà l'impression qu'ils avaient vécu toute une vie ensemble. Et puis c'est arrivé. Un matin, tout était différent. Son estomac se retourna à l'odeur du pain grillé. Elle était épuisée à un point qu'elle ne pouvait expliquer. La vérité ne tarda pas à éclater, elle était enceinte. Le monde, autrefois familier et restreint, est soudain devenu écrasant. Les murmures ont commencé à l'école, dans le quartier, et même au sein de sa propre famille. Ce n'était qu'une enfant. Quel rôle avait-elle à jouer en élevant une enfant? Mais Sue n'était pas seule. Noel, bien qu'il n'ait que 18 ans, ne broncha pas. Il lui prit la main, la regarda droit dans les yeux et dit « On trouvera une solution ». Et d'une certaine manière, c'était suffisant. Ils l'ont annoncé à leurs parents. Les réactions étaient celles qu'on pouvait attendre, choc, déception, un mélange d'inquiétude et de confusion. Mais au fond de tout cela, une résolution tranquille a pris racine. Personne ne pouvait les en dissuader. Cet enfant, leur enfant, allait naître, et ils allaient l'élever coûte que coûte. Sue n'a pas terminé ses études. Elle n'avait pas le temps. Rendez-vous chez le médecin, vitamines prénatales, livres pour bébé, tout est arrivé en même temps. Et même si elle était effrayée, terrifiée en réalité, elle ressentait aussi autre chose, un but. Elle n'était plus seulement Sue, la fille qui portait les vêtements de seconde main de sa sœur aînée et rêvait de déménager à Londres. Elle était désormais mère, et tout ce qui avait précédé semblait n'être qu'un prélude à ce destin. Chris est né un mardi après-midi pluvieux. Le travail a été long, la douleur vive et inhabituelle. Mais quand elle entendit ce premier cri, tout le reste disparut. Il était petit, le visage rouge, furieux du froid. Elle se souvenait de l'avoir serré contre sa poitrine, de sentir son souffle monter et descendre contre le sien, et de penser « Je n'aimerais jamais rien de plus que ça ». Bien sûr, elle ne savait pas alors combien de fois elle ressentirait à nouveau cette même vague d'amour débordante, combien de bébés pleureraient dans ses bras, combien de petits doigts s'enrouleraient autour des siens comme ceux de Chris l'avaient fait. Mais à ce moment-là, il n'y avait que lui. La première nuit à la maison a été un flou de couches et de sommeil manqué, de comprendre comment emmailloter, comment faire rôter, comment apaiser. Noel a essayé d'aider, tâtonnant pour changer les couches et préparer les biberons avec des mains qui tremblaient de nervosité. C'étaient des enfants qui essayaient de faire un travail d'adulte, mais ce qui leur manquait en connaissance, ils le compensaient par leur cœur. Ils emménagèrent dans un petit appartement au-dessus de la boulangerie des parents de Noel.
Ça sentait constamment la levure et la cannelle, et les murs étaient si fins qu'ils entendaient les clients en bas. Su s'en fichait. Elle aimait savoir qu'il y avait des gens à proximité, même si elle avait à peine le temps de leur parler. Chaque matin, Noël se réveillait avant l'aube, nouait son tablier et disparaissait dans la boulangerie. Il a pétri la pâte, roulé la pâte et appris à façonner une croûte à tarte si parfaitement qu'elle n'avait presque pas besoin d'être sertie. Il travaillait 12 heures par jour, parfois plus, juste pour les maintenir à flot. Su est restée à l'étage avec Chris, apprenant à être mère, à joindre les deux bouts avec des coupons et des vêtements empruntés. Pendant un temps, ils n'étaient que tous les trois, soudés, simples. Ils ne sortaient pas, ne prenaient pas de vacances, n'achetaient pas de nouvelles choses, mais il y avait toujours de la nourriture sur la table et un bébé qui riait dans la pièce. Et cela, pour Su, était plus que suffisant. 4 ans se sont écoulés avant qu'ils ne se marient. Le jour de son 18e anniversaire, ils ont échangé leurs vœux dans une petite église à la périphérie de la ville. La cérémonie était modeste, juste la famille, quelques amis, une robe blanche empruntée qui ne leur allait pas vraiment. Les mains de Su tremblaient lorsqu'elle glissa la bague sur le doigt de Noël. Mais sa voix n'a jamais faibli. Elle n'était plus une fille qui jouait à la maison. Elle était une épouse, une mère, une femme qui construisait sa vie à partir de rien. Sophie est venue ensuite, puis Chloé. Et avec chaque enfant, Su se sentait grandir, non pas fatiguée comme d'autres le pensaient, mais pleine. Chaque nouveau visage, chaque nouveau battement de cœur élargissait son idée de ce que pouvait être la famille. On lui demandait si elle avait fini après 3 heures. Elle n'en avait pas fini. Après 5 heures, ce n'est même pas proche. Il n'y avait pas de plan, pas de feuille de calcul, pas d'objectif secret, juste un amour grandissant qui ne pouvait être contenu. Et ainsi de suite, un enfant à la fois, un jour à la fois. Anniversaire, fièvre, dents perdues, premier mot, un carrousel de chaos et de douceur qui ne s'arrêtait jamais de tourner. Certaines nuits, lorsque la maison devenait enfin silencieuse et que la dernière lumière s'éteignait, Su s'allongeait dans son lit et repensait à ce moment dans la salle d'échographie où elle avait entendu pour la première fois le battement de cœur de Chris. Un son fragile, incertain et nouveau, mais suffisamment puissant pour tout changer. Elle ne le savait pas à l'époque, mais c'était à ce moment-là que sa vie allait devenir quelque chose d'extraordinaire. Non pas à cause de la célébrité, ni à cause de la fortune, mais parce qu'elle avait choisi l'amour encore et encore. Et elle n'avait pas encore fini. À l'âge de 5 enfants, la maison semblait déjà bondée. Le bruit des petits pas courant dans le couloir était devenu la bande-son de leur vie. Les matins étaient une symphonie de bols de céréales qui s'entrechoquaient, de brosses à dents qui raclaient et de chaussures dépareillées qui s'éparpillaient sur le sol du salon. Pourtant, au milieu de tout ce bruit et de ce mouvement, Su et Null s'épanouissait. La boulangerie de Null, Radford SP Company, commençait à trouver son rythme. Ce qui avait débuté comme une modeste boutique fabriquant des tourtes à la viande et des tartes aux fruits pour le quartier devint quelque chose de plus. Les mains de Null étaient devenues expertes au fil des ans, façonnant la pâte et pressant les moules à tarte comme un artiste sur sa toile. Il se réveillait chaque jour avant le lever du soleil, poussant les plaques dans les fours pendant que le reste de la ville dormait encore. Ces tartes gagnèrent une réputation, et les commandes commencèrent à affluer de villes plus lointaines. Pendant ce temps, Su passait ses journées à s'occuper de leur progéniture grandissante. Elle avait appris à jongler avec les âges et les tempéraments, telle une artiste de cirque sans filet. Un instant, elle essuyait le chocolat sur le menton d'un bambin. L'instant d'après, elle aidait Chloé à s'entraîner à l'orthographe tout en berçant un nouveau-né sur ses genoux. Le chaos ne cessait jamais. Mais il ne semblait jamais importun non plus. C'était simplement leur vie, leur rythme, leur choix. Ce qui surprenait la plupart des gens, surtout les inconnus qui ne voyaient que les chiffres, c'était la joie qui emplissait leur foyer. Oui, il y a eu des bêtises. Des crises de colère. Des moments où Su oubliait quel nom appelait ou versait accidentellement du jus d'orange dans un bol de cornflakes. Mais il y a aussi eu des rires. Des câlins collectifs qui renversaient des meubles. Des chansons d'anniversaire chantées trop fort et trop fausses. Et des petits mots laissés sur les oreillers qui disaient « Je t'aime »
maman. Et des écritures maladroites. À l'arrivée de leur 8e enfant, leur première maison était devenue trop petite. La décision de déménager n'a pas été facile, mais elle était nécessaire. Ils ont trouvé une maison de 10 chambres à Morome, une ville côtière du nord-ouest de l'Angleterre. La maison était vieille, la peinture s'écaillait par endroits, le plancher craquait à chaque pas, mais il y avait de la place. Et pour Sue, cela signifiait tout. Chaque enfant avait son petit coin de monde, même s'il devait le partager avec un ou deux frères et sœurs. Il y avait des lits superposés, des coffres à jouets, des coins lecture et des paniers à déguisement. Sue décorait chaque chambre avec ses touches personnelles, un dessin encadré ici, un prénom brodé sur un coussin là. Elle croyait que même dans une maison aussi pleine que la leur, chaque enfant méritait d'être vu. À la naissance de Millie, leur 7e enfant, Sue ne suivait plus les étapes importantes avec la même précision. Les premiers sourires, les premiers pas, les premiers mots, tout se brouillait dans le tourbillon. Mais le sentiment demeurait. Cet élan d'amour à chaque fois qu'elle tenait un nouveau-né dans ses bras. La façon dont leur respiration se synchronisait avec la sienne pendant les siestes. La chaleur d'un bébé blotti sous son menton. Cela n'a jamais changé. On demandait souvent pourquoi. Pourquoi tant de monde? Pourquoi continuer? N'était-ce pas épuisant? N'était-ce pas cher? Sue n'avait jamais de réponse simple. Elle souriait, hochait poliment la tête et disait « On adore être parent ». Mais la vérité était plus profonde que cela. Il ne s'agissait pas de chiffres. Il ne s'agissait pas de prouver quoi que ce soit au monde. Il s'agissait de l'atmosphère qui régnait dans leur foyer. Ce sentiment de plénitude qui ne provenait pas du calme et de la tranquillité, mais du mouvement et de la vie. Il y avait une nuit dont elle se souvenait parfaitement. C'était juste après la naissance de Cathy, leur 9e. L'électricité avait été coupée pendant un orage. Tous les enfants étaient effrayés et pleuraient dans différentes pièces. Sue alluma des bougies dans la cuisine tandis que Null rassemblait les enfants sur le canapé. Elle prépara du chocolat chaud sur la gazinière, et ils se blottirent tous les uns contre les autres sous les couvertures. À un moment, Oscar demanda « Pourquoi avons-nous autant d'enfants ?» Et sans réfléchir, Sue répondit « Parce que chacun de vous rend cette maison plus chaleureuse. » C'était la vérité. Chaque enfant ajoutait une nouvelle couleur à la palette, une nouvelle note à la chanson. Enlevez en une, et l'harmonie paraîtrait incomplète. Pourtant, elle savait qu'ils n'étaient pas comme les autres familles. Elle voyait les regards au supermarché, entendait les jugements chuchotés lorsqu'ils sortaient dîner et avaient besoin de 3 tables. Elle se souvenait d'un jour où elle était restée à la caisse avec un chariot plein. Et la caissière a répondu en riant, « Je fais des provisions pour le quartier. » Sue a souri et a répondu, « Non, juste mardi. » Financièrement, c'était serré. Ça avait toujours été le cas. Ils n'étaient pas riches. Mais ils étaient débrouillards. Sue découpait des coupons, achetait en gros, réutilisait tout ce qu'elle pouvait. L'absence de tarte les maintenait à flot, et ils ne dépensaient pas d'argent pour des choses dont ils n'avaient pas besoin. Ce qui leur manquait en luxe, ils le compensaient par leur amour. À mesure que les enfants grandissaient, ils commençaient à donner un petit coup de main. Chris apprit à bercer un bébé pour l'endormir. Chloé devint la tresseuse officieuse. James aimait aider Null à cuisiner le week-end. C'était un travail d'équipe, et chacun avait son rôle. Même si cela impliquait de faire la vaisselle ou d'aider à plier une montagne de linge plus haute que Max. Le soir, une fois la vaisselle faite et les petits enfants endormis, Sue se tenait sur le seuil du salon et regardait Null s'assoupir sur le canapé, 2 bambins blottis de chaque côté de lui. Et dans ces moments de calme, elle ressentait quelque chose de plus profond que le contentement. Elle se sentait ancrée. D'autres poursuivent des rêves de voyage, de richesse, de réussite. Le rêve de Sue avait toujours été simple, un foyer rempli d'amour et de rire. Elle en avait en abondance. Et même si elle ne l'admettrait jamais à voix haute, même à Null, elle savait au fond d'elle que ce n'était pas la fin. Pas encore. Il restait encore des espaces vides dans son cœur.
ils n'avaient jamais envisagé de devenir la plus grande famille de Grande-Bretagne. Ce titre ne signifiait pas grand-chose pour eux. Ce qui comptait, c'était la chaleur qui persistait après les histoires du soir, les murmures des enfants respirant dans le noir, l'entente tacite entre elle et nul qu'ils étaient exactement là où ils étaient censés être. Et ils ont continué ainsi. Un enfant, un jour, un battement de cœur à la fois. Chez les Radford, les matins ne commençaient pas. Ils explosaient. À 6h30 précise, le premier réveil sonnait, mais c'était rarement nécessaire. L'un des tout-petits faisait généralement office de coq humain, hurlant de joie à la vue d'une chaussette égarée ou d'une boîte de céréales renversée. Sut se réveiller en clignant des yeux au son de petits pieds qui dévalaient les escaliers, suivis de près par le bruit sourd de quelqu'un qui sautait 2 marches à la fois. Le petit déjeuner était moins un repas qu'une opération logistique. 18 litres de lait, 3 litres de jus de fruits, 3 boîtes de céréales pleines, tout cela englouti d'un coup. Sur la table de la cuisine, un mastodonte sur mesure conçu pour accueillir une armée, il manquait toujours au moins une cuillère, et une file d'enfants impatients demandaient où était le pain grillé. Les miettes se sont dispersées comme des confettis. Les gobelets ont circulé comme des provisions sur un champ de bataille, et dans ce chaos, chaque enfant a réussi à être nourri. Sue avait développé une sorte de rythme, un 6e sens qui nécessitait une aide avant même de parler. Elle savait, à l'inclinaison d'un sourcil, qui allait pleurer, au léger frottement des chaussettes sur le carrelage, qui avait mouillé son lit et espérait passer inaperçu. Elle traversait la matinée comme un chef d'orchestre, les bras chargés de linge, les yeux naviguant entre les sacs à dos et les chaussures dépareillées. Une fois tout le monde mangé, l'étape suivante commençait, la préparation à l'école. Les enfants fréquentaient 3 écoles différentes et un bambin était encore en maternelle. Pour les faire sortir, il fallait une chorégraphie qui impressionnerait un metteur en scène de Broadway. Des brosses à cheveux ont disparu. Mystérieusement, des boîtes à lunch ont été abandonnées dans l'escalier, et il manquait toujours une chaussette à quelqu'un, même si 3 paniers à linge débordaient. À 8h, les plus grands montaient dans leurs bus respectifs, alignés comme une unité militaire. Les plus jeunes s'attardaient davantage, chaussures aux pieds, yaourt étalé sur les joues. Sue les embrassa chacun 2 fois, une fois sur le front, une fois sur le nez. C'était une routine dont personne ne parlait, mais à laquelle tout le monde s'attendait. La maison étant momentanément plus calme, Sue reporta son attention sur le champ de bataille qu'elle laissait derrière elle. La pile de linge pouvait rivaliser avec l'Everest. Cette lessive par jour était en moyenne, même si ce nombre doublait le week-end ou après une gastro. La machine à laver occupait un coin de la maison et était vénérée comme une divinité. Si jamais elle tombait en panne, le chaos s'ensuivrait. Le ménage était un cycle sans fin. Essuyer les comptoirs, balayer les sols, frotter la salle de bain, et ainsi de suite. Les jouets semblaient se multiplier sans que personne ne regarde. Les soirées étaient particulièrement animées, goûter après l'école, effondrement des devoirs et le fameux rush du dîner. Le dîner était un spectacle. Nourrir plus de 20 personnes impliquait des quantités énormes. Des pâtes au kilo, des marmites de la taille d'un petit chaudron, des plateaux de légumes, des montagnes de pâté à la viande. Souvent fait maison par Nul, qui trouvait le temps, après les heures de boulangerie, de rapporter son travail à la maison. La salle à manger résonnait de cliquetis et de bavardages. Fourchette contre assiette, voix sur voix, et parfois des cris de joie à l'annonce du dessert. Pourtant, malgré le volume, il y avait un ordre. Chaque enfant avait sa place et connaissait la consigne. Les plus grands aidaient à servir. Les plus jeunes se passaient les serviettes. Il y avait des règles, tacites mais respectées. Interdiction de crier pour demander une 2e portion avant que chacun ait sa première. Interdiction de quitter la table sans avoir débarrassé son assiette. Sue n'avait plus besoin de les appliquer. Le système, construit au fil des ans, reposait sur la mémoire partagée et le respect mutuel. Après le dîner, c'était l'heure du bain, une véritable opération. 5 enfants dans la salle de bain du haut, 3 dans celle du bas, des serviettes partout, des disputes à propos du shampoing, et l'inévitable moment où quelqu'un se rendrait compte qu'ils avaient oublié leur pyjama.
L'heure du coucher a suivi, échelonnée selon l'âge. Les plus petits d'abord, puis les moyens, puis les ados, qui prétendaient ne pas être fatigués mais s'endormiraient à 22 heures. Sut se déplacer d'une pièce à l'autre, bordant les couvertures, vérifiant sous les lits s'il y avait des monstres imaginaires, éteignant les lampes. Chaque enfant a eu droit à un moment, un bisou de bonne nuit, un « je t'aime » murmuré, une question de dernière minute sur les étoiles, les dinosaures ou le sens de la vie. Elle leur répondit patiemment et gentiment. Ces minutes étaient sacrées pour elle. Dans une maison si pleine, la solitude était rare. C'étaient ces moments où un enfant se sentait unique. En bas, nul était généralement assis sur sa chaise, à moitié endormi, le bruit de la télévision en fond sonore. Parfois, l'un des plus jeunes était recroquevillé sur sa poitrine, le pouce dans la bouche, respirant lentement. Sut s'arrêter sur le pas de la porte, le cœur plein, puis se retirait tranquillement dans la cuisine pour finir de laver les biberons, préparer les repas de l'école, plier cette dernière brassée de chaussettes. Leur vie était bruyante, exigeante, répétitive et profondément satisfaisante. Il n'y avait pas de temps pour l'apitoiement sur soi, pas de place pour les regrets. Chaque jour était rempli de besoins, de bruit et d'affection. On leur demandait souvent comment ils s'en sortaient. Comment restaient-ils sains d'esprit? Comment parvenaient-ils à tout payer? Sut ne donnait jamais de réponse toute faite. En vérité, elle ne le savait pas toujours. Certains jours étaient durs. Certaines nuits, elle s'effondrait dans son lit en larmes, inexplicable. Mais le matin revint, et avec lui, de petits bras autour de son cou, des voix qui l'appelaient « Maman » de l'autre côté du couloir, et l'écrasante vérité, inébranlable. C'était la vie qu'elle avait choisie. Non par obligation, ni à cause de la religion, ni à cause de la pression, ni à cause de l'attention, mais parce qu'elle la faisait se sentir vivante. Parce que chaque cri, chaque chaussette sur le ventilateur de plafond, chaque empreinte de pas boueuse sur le mur était le signe que sa maison était pleine de vie. Et pour Sue, c'était tout. Au début, la grossesse avait semblé normale. À ce moment-là, Sue avait mené à terme 19 enfants. Son corps comprenait instinctivement le processus, comment s'adapter, comment grandir, comment se protéger. Elle avait développé un rythme à chaque nouvelle vie, une conscience quasi mystique de chaque battement, de chaque mouvement dans son ventre. Elle pouvait faire la différence entre un hoquet et un coup de pied, entre un enfant endormi et un enfant prêt à affronter le monde. Avec Alfie, tout avait suivi ce rythme jusqu'à ce que ça change. On était presque à la fin du 3e trimestre. La chambre d'enfant était déjà installée, mur bleu pâle, étagères remplies d'animaux tout doux, tiroirs garnis de grenouillères lavées et pliées. Sue l'avait appelé Alfie, en hommage à un arrière-grand-père dont Noël se souvenait à peine. Mais elle adorait ce prénom. C'était doux, délicat. On aurait dit un nom qu'on murmure en berçant un enfant. Mais une nuit, alors qu'elle était allongée dans son lit, la main posée sur son ventre, quelque chose clochait. Le bruit familier du mouvement avait disparu. Elle essaya de changer de position, de boire de l'eau froide, des astuces qui avaient fonctionné avec les autres. Rien, juste le silence. Au matin, ce silence s'était transformé en peur. La sage-femme l'examina avec un professionnalisme serein, mais sut le vide dans son regard. Quelque chose clochait. Un séjour à l'hôpital s'ensuivit. Appareil, moniteur, gel froid sur la peau. Puis ce silence impossible à briser. Son cœur ne battait plus. Sue retint son souffle. Pendant un instant, le monde lui parut incompréhensible. Elle fixa l'écran, espérant qu'une infime lueur apparaisse. Mais l'image était immobile. Son corps, qui avait porté tant de vie, l'avait trahi. Les médecins lui expliquèrent gentiment une mortinescence tardive. Il n'y avait aucune raison claire, aucune cause immédiate à trouver. Parfois, il disait, ces choses arrivent, c'est tout. Mais pour Sue, cette explication n'apportait aucun réconfort. Elle devait la coucher. C'était le plus cruel. Impossible de sauter l'accouchement, d'éviter le processus. Son corps devait encore subir les contractions,
la douleur, l'effort nécessaire pour donner la vie. Même si la vie ne suivait pas son cours, elle donna naissance à Alfie dans une chambre plus froide que toutes celles qu'elle avait connues. Pas de pleurs, pas de couverture chaude de l'infirmière, pas de félicitations, juste le silence. Ils l'enveloppèrent soigneusement dans une petite couverture bleue. Il était minuscule, délicat, parfait en tout point. Sue le serra contre elle, ses larmes imbibant le tissu. Noël était assis à côté d'elle, la main tremblante sur son épaule. Aucun d'eux ne parlait. Il n'y avait rien à dire. Elle passa la nuit à l'hôpital. Les infirmières étaient gentilles, mais leur voix était trop douce, leur regard trop compatissant. Chaque cri de bébé provenant du couloir lui faisait l'effet d'un poignard. Elle tourna la tête vers la fenêtre et souhaita disparaître. L'enterrement était restreint, juste la famille et quelques amis proches. Chaque aîné déposa quelque chose dans le minuscule cercueil blanc, une lettre, un dessin, une peluche. Chloé glissa un bonnet bleu qu'elle avait tricoté elle-même. Chris laissa une grue en papier plié. C'était déchirant. Aucun parent ne devrait avoir à enterrer un enfant. Aucun enfant ne devrait avoir à enterrer un frère ou une sœur qu'il n'a jamais rencontré. Pendant les jours qui ont suivi, Sue s'est laissée aller. Elle faisait les gestes, nourrissant les autres, pliant les vêtements, répondant aux questions. Mais le cœur n'y était pas. Elle se surprenait à fixer le berceau vide, ses mains frottant inconsciemment l'espace où son ventre avait été autrefois plein. Les nuits étaient les pires. Elle restait éveillée, attendant que le babyphone émette un son, oubliant un instant qu'il ne se reproduirait plus jamais. Puis, une nuit, elle se leva et descendit. La maison était silencieuse. Elle s'assit à la table de la cuisine, éclairée seulement par la faible lueur du couloir, et prit un bloc-notes. Sa main tremblait tandis qu'elle écrivait. Ce n'était pas un extrait de journal intime. C'était une lettre. Cher Alfie, commença-t-elle. Je ne sais pas où tu es ni si tu m'entends, mais je veux que tu saches quelque chose. Elle écrivit pendant plus d'une heure, déversant tout sur la page, la culpabilité, le chagrin, l'amour, le sentiment d'impuissance. Elle s'excusa de ne pas l'avoir protégée, de ne pas avoir su plus tôt, de ne pas l'avoir entendu pleurer. Et à la fin, elle fit une promesse. Je n'essaierai pas de te remplacer. Je ne comblerai pas le silence avec quelqu'un d'autre. Tu es notre ange et tu seras toujours la dernière étoile de notre ciel. Elle plia la lettre, la mit dans une enveloppe et la glissa dans une petite boîte en bois à côté du bracelet d'hôpital. Le petit chapeau qu'il ne portait jamais est la seule photo qu'ils avaient prise de lui. Elle enveloppa la boîte d'un ruban jaune et la rangea au grenier, sous une pile de couvertures pour bébé. Elle y resta des années. La vie continua comme toujours. Les enfants avaient besoin d'elle. Les anniversaires arrivèrent. Les pièces de théâtre, les nouvelles chaussures, le nez qui coule. Sue s'immergeait dans le présent. Elle continuait de sourire, d'aimer, de faire ce qu'elle faisait de mieux, être mère. Mais quelque chose avait changé, un changement discret dans son esprit. La joie s'était atténuée. Le rire venait plus lentement. Elle ne l'avait jamais dit à voix haute, mais une part d'elle-même avait disparu avec Alfie, une part qu'elle n'était pas sûre de retrouver un jour, et elle croyait, sincèrement, qu'il serait son dernier. Noël soutenait cela. Il n'insistait jamais. Il parlait souvent d'Alfie, jamais comme d'un secret, jamais comme d'un fantôme, mais comme d'un membre de la famille parti trop tôt. Les autres enfants connaissaient son nom, savaient qu'ils avaient un frère dans les étoiles. Chaque année, pour son anniversaire, ils allumaient une bougie et lâchaient un ballon. Sue se tenait dans le jardin, les yeux au ciel, murmurant des mots que seul le vent pouvait entendre. Pendant un temps, le silence lui parut sacré. Ce n'était pas de l'absence, c'était du recueillement, et elle tint sa promesse jusqu'à ce qu'elle ne le fasse plus. Cela se produisit par un matin gris de février au calme, sans incident, le genre de journée que Sue passait habituellement à plier, ranger et servir des tasses de thé qui refroidissaient avant même qu'elle ne les boive. Elle ne se sentait pas bien depuis quelques jours. Fatiguée au-delà de son épuisement habituel, un peu étourdie, étrangement nauséeuse,
elle se dit que c'était le stress, peut-être un virus. Mais au fond, elle le savait. Après 21 grossesses, une mère connaît son corps mieux que n'importe quel médecin. Pourtant, elle a acheté le test juste pour écarter la possibilité. Elle ne voulait pas le dire à Noël. Pas encore. Pas avant d'en être sûre. Les lignes roses sont apparues presque immédiatement. Aucune hésitation. Aucune ombre subtile susceptible d'être mal interprétée. Juste une confirmation audacieuse et certaine. De nouveau enceinte. Longtemps assise au bord de la baignoire, elle fixa le résultat comme s'il allait se réécrire. Elle n'était plus jeune. Son corps avait traversé tant d'épreuves. Et surtout, elle avait fait une promesse. Une promesse à laquelle elle avait cru. Une promesse autour de laquelle elle avait bâti sa vie pendant 6 ans. Elle l'avait annoncé à Noël ce soir-là, une fois les enfants couchés. Il pliait le linge, regardant à moitié les informations, écoutant à moitié les ronflements d'un bambin sur l'interphone bébé. « Je suis enceinte », avait-elle simplement dit. Il marqua une pause, une chemise figée au milieu du pli. Il y eut un long silence. Puis il la regarda, sans surprise, ni même avec peur, mais avec cette douceur qu'elle avait tant vue auparavant. « On s'en sortira », dit-il doucement. Mais elle ne répondit pas, car pour la première fois de sa vie, elle n'était pas sûre de vouloir le faire. Les semaines suivantes passèrent dans un brouillard de nausées matinales et d'émotions contradictoires. Souriait aux enfants, préparait les repas, coiffait les cheveux, aidait aux devoirs de mathématiques, mais derrière son regard se lisait quelque chose de lointain, d'incertain. La joie qui avait toujours accompagné la grossesse n'était plus là, ou plutôt, elle était là, mais enfouie sous une couche de culpabilité et de confusion. Elle ne voulait pas que cela ressemble à une trahison, mais comment aurait-elle pu en être autrement? Puis vint le jour où elle monta au grenier. Elle ne cherchait rien de particulier, juste le vieux panier Moïse, et peut-être quelques vêtements de Bonnie, leur dernier bébé. Elle sortit une vieille couverture en laine d'un coffre de rangement, et quelque chose de petit en glissa et heurta le parquet avec un bruit sourd. Une boîte en bois, toute simple, bordée d'un ruban jaune délavé. Son souffle se coupa. Elle ne l'avait pas vue depuis des années. Elle ne se souvenait même plus où elle l'avait mise. Ses mains tremblaient lorsqu'elle le prit. Le ruban se détacha facilement, défait par le temps. Elle ouvrit le couvercle. À l'intérieur, le temps s'était arrêté. Le petit chapeau bleu, le bracelet d'identification de l'hôpital, s'enroulait encore comme un point d'interrogation, et la lettre soigneusement pliée, les bords adoucis par des années d'attente silencieuse. Elle la déplia lentement. Sa propre écriture la fixait, tremblante de chagrin, mais résolue. « Tu es notre ange, et tu seras toujours la dernière étoile de notre ciel. » Ces mots la frappèrent comme une vague. Soudain, les souvenirs revinrent en mémoire, la chambre d'hôpital stérile, le silence, la douleur insupportable, la promesse qu'elle avait faite, non seulement à Alfie, mais à elle-même. Elle s'assit sur le sol poussiéreux et pleura. Ce n'était pas du genre à pleurer facilement. Elle n'avait pas le temps. Mais ce jour-là, elle laissa couler les larmes pour Alfie, pour la vie qui grandissait en elle, pour la peur de déshonorer un enfant en aimant un autre. Lorsqu'elle redescendit enfin, la maison était animée par l'ambiance après l'école. Chloé aidait en orthographe. Oscar avait renversé du jus. Phoebe chantait une chanson inventée sur les dinosaures. La vie continuait comme d'habitude, mais Sue se sentait coincée. Ce soir-là, assise seule dans la cuisine, elle essaya d'écrire une autre lettre à Alfie, au nouveau bébé, à elle-même, mais aucun mot ne lui vint. Tout ce qu'elle put faire fut de tenir la lettre originale, de la plier dans sa paume comme une bouée de sauvetage, et de murmurer dans le silence, « Je suis vraiment désolée. » La culpabilité s'envenima. Elle commença à se replier sur elle-même. Juste un peu, pas assez pour que la plupart des gens le remarquent, mais Chloé, si. Chloé le remarquait toujours. Un après-midi, Sue était assise à la table de la cuisine, les yeux fixés sur une liste de courses qu'elle n'arrivait pas à terminer. Chloé entra, laissa tomber son sac à dos avec un bruit sourd et regarda sa mère en plissant les yeux.
tu es enceinte, n'est-ce pas? Sue ne répondit pas tout de suite. Elle fixa simplement la liste. Tu le es? Demanda Chloé. Silence maintenant. Je le vois. Sue hocha lentement la tête. Chloé croisa les bras. Pourquoi? Ce n'était pas une question née de la cruauté. Elle provenait d'un sentiment de confusion, peut-être même de douleur. Chloé avait été celle qui avait aidé Alfie. Celle qui s'était assise aux côtés de Sue pendant ces semaines de silence et de vide. Celle qui avait vu sa mère lui promettre qu'elle en avait fini. La voix de Sue se brisa lorsqu'elle parla enfin. Je ne voulais pas que ça arrive. Le ton de Chloé s'édurcit. Mais tu as dit qu'il était censé être le dernier. Tu l'as promis. Sue n'a pas protesté. Les yeux de Chloé se sont remplis de larmes. Je ne veux pas d'enfant. Je ne sais même pas si j'en serai capable. Te voir endurer ça encore et encore. Je ne pense pas que je pourrais le supporter. Sue tendit la main, mais Chloé recula. Je voulais juste que tu arrêtes avant que ça ne te brise. Puis elle s'éloigna. Sue était assise seule, écoutant la porte de derrière se fermer, son cœur se brisant de mille manières silencieuses. Plus tard dans la nuit, Noël la trouva dans la chambre d'enfant, pliant une pile de vêtements de bébé qu'elle n'était pas sûre d'utiliser un jour. Elle lui parla de la lettre, de Chloé, de la promesse. Noël ne répondit pas tout de suite. Il s'assit à côté d'elle, les mains jointes sur les genoux, les yeux rivés au sol. Finalement, il dit, tu as fait une promesse pendant ton deuil, mais le deuil change. Tu ne le remplaces pas. Tu ne l'oublies pas. Tu vis, tout simplement. Et si c'était égoïste, murmura-t-elle. Et si je faisais ça pour de mauvaises raisons? Il la regarda alors, d'un air calme et assuré. Je ne pense pas que l'amour ait besoin d'une raison. Sue ne répondit pas. Elle se contenta de plier une autre grenouillère, ses doigts traçant le bord du tissu. Mais le doute avait été semé, et il grandirait plus vite que l'enfant qui était en elle. Le doute ne la quittait pas. Elle s'accrochait à elle comme une brume au petit matin. Fine, presque invisible, mais toujours présente. Sue vaquait à ses occupations comme en pilotage automatique. Les repas étaient préparés, les vêtements pliés, les rendez-vous respectés. Mais quelque chose avait changé. Il y avait maintenant une distance dans son regard, un subtil repli sur soi. Les enfants remarquaient Chloé plus que tout. Lors de son prochain rendez-vous prénatal, l'échographie se déroula dans un silence inhabituel. La technicienne fronça les sourcils, mesura, puis remesura. Le bébé était plus petit que prévu. Pas dangereusement, pas encore, mais suffisamment pour susciter l'inquiétude. Les mots « retard de croissance » furent prononcés avec douceur, précaution, mais ils frappèrent Sue comme un coup de tonnerre. Pas encore. Pas cette fois. Elle suivit d'un signe de tête les instructions du médecin, accepta une surveillance plus fréquente, prit les vitamines, but l'eau, mais de retour à la maison, elle ne le dit pas à Noël. Elle n'en dit rien à personne. Au lieu de cela, elle monta à l'étage et ouvrit à nouveau la petite boîte en bois. La lettre était exactement comme dans ses souvenirs, soigneusement pliée, définitive. Sa propre écriture la fixait comme une version d'elle-même qu'elle ne reconnaissait plus. Cette femme avait fait la paix. Cette femme avait parlé aux étoiles. Cette femme avait pensé chaque mot. Et maintenant, elle envisageait de tout briser. Ce soir-là, Sue resta assise seule dans le salon, bien après que les enfants furent couchés. Les lumières étaient tamisées et Noël s'était endormi dans son fauteuil, un livre glissant de ses genoux. Elle fixait le sol, les mains posées sur son ventre, et songeait à ce que cela signifierait d'arrêter, de mettre fin à sa grossesse, d'aller à contre-courant de sa vie et de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle s'imaginait entrer à l'hôpital et expliquer sa décision. Elle imaginait l'intervention, la convalescence, le silence. Serait-ce de la pitié ou une trahison? Cette pensée lui donnait la nausée. Elle ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta éveillée, les yeux rivés au plafond,
comptant chaque battement de son cœur comme un métronome mesurant sa culpabilité. À un moment donné, avant l'aube, elle sortit du lit et marcha pieds nus jusqu'à la cuisine. Là, dans la pénombre de l'horloge du four, elle se remit à écrire. Cette fois, non pas à Alfie, mais au bébé qu'elle portait. Je ne sais pas si tu me connaîtras un jour, mais je veux que tu saches que j'essaie de faire le bon choix, pas seulement pour toi, mais pour tout le monde. J'ai peur. Je n'ai jamais eu aussi peur. J'ai déjà fait ça tant de fois, et ça ne m'a jamais semblé aussi lourd, aussi compliqué. Elle marqua une pause, fixa les mots, puis continua, j'ai fait une promesse à un garçon que je n'ai jamais pu élever, et maintenant je dois choisir entre tenir cette promesse ou suivre mon cœur. Elle ne termina pas sa lettre. Le lendemain, elle raconta tout à Noël. Ils étaient assis ensemble dans le jardin, l'air hivernal était vif et sec, le ciel pâle et délavé. Les enfants étaient à l'intérieur. Les plus grands jouaient aux cartes avec les plus jeunes. Quelqu'un préparait un plat qui sentait la cannelle. Mais dehors, c'était calme, honnête. Je pense à en finir, dit-elle. Noël se tourna lentement vers elle. Son visage resta inchangé. Il ne broncha pas. Il la regarda simplement. À cause de la santé du bébé, demanda-t-il. À cause de tout, dit-elle. À cause d'Alfie. À cause de Chloé? Parce que je ne sais pas si je pourrai recommencer. Il hocha la tête une fois. Et pendant un instant, elle crut qu'il pourrait essayer de la faire changer d'avis. Mais il ne le fit pas. Si tu décides que c'est ce qui est juste, dit-il doucement, j'irai avec toi. Je ne te laisserai pas faire ça toute seule. C'est à ce moment-là que les larmes ont coulé. Non pas à cause de sa réponse, mais à cause de l'amour qu'elle contenait. Plus tard dans la soirée, elle convoqua une réunion de famille. Pas formelle, juste un rassemblement dans le salon. Tous étaient assis en pyjama. Les plus petits étaient blottis sous des couvertures et des peluches. Elle leur dit la vérité d'une manière compréhensible. Que le bébé était peut-être malade. Que son corps n'était peut-être pas assez fort cette fois. Qu'elle avait peur. La pièce était silencieuse. Personne ne l'interrompit. Personne ne posa de questions. Puis Chloé se leva. Elle s'approcha, s'agenouilla devant sa mère et lui prit les mains. J'étais en colère, dit-elle. Mais pas parce que tu es enceinte. Parce que je ne voulais pas te perdre. Tu ne pouvais pas parler. Je ne voulais pas que tu te sentes seule. Tu ne l'as pas fait, murmura Sue. Je ne sais pas quelle est la bonne réponse, dit Chloé, mais je sais que tu la choisiras pour la bonne raison. Noël tendit la main et la posa sur la leur. Et pour la première fois depuis des semaines, Sue ressentit autre chose que de la peur. Elle se sentit autorisée à ne pas fuir la décision, mais à l'affronter avec amour. Cette nuit-là, elle dormit profondément, sans rêver, comme une femme qui n'avait plus besoin de s'excuser d'être tiraillée entre passé et présent. Elle n'avait pas encore fait son choix, mais elle savait que, quel qu'il soit, il ne viendrait pas de la culpabilité. Cela viendrait de la grâce. Les semaines qui suivirent s'écoulèrent avec une étrange lenteur délibérée, comme si le temps lui-même était devenu prudent. Sue se rendit à tous les rendez-vous, à toutes les échographies, à toutes les analyses sanguines. Les médecins surveillaient attentivement la croissance du bébé, tantôt avec un optimisme prudent, tantôt en fronçant les sourcils et en émettant de doux avertissements. L'expression « à haut risque » n'était plus théorique. Elle était inscrite en gras en haut de chaque dossier médical, répétée à voix basse et dans les couloirs. Sue s'efforçait de rester calme. Elle buvait des smoothies. Elle se reposait quand elle le pouvait. Elle limitait les efforts qu'elle portait. Elle laissait les enfants plus âgés s'occuper des tâches les plus lourdes. Mais dans une maison avec 21 enfants, le repos était une notion relative. Son corps la faisait souffrir de manières inhabituelles. De violents élancements dans le dos, des vertiges soudains, une pression dans le bas-ventre qui la rendait nerveuse même lorsque les moniteurs ne le faisaient pas. À la 32e semaine, la croissance du bébé avait de nouveau stagné. Les médecins n'ont pas apprécié.
Ils ont prescrit des échographies supplémentaires et un suivi plus fréquent. Lors d'un rendez-vous, l'obstétricien a posé délicatement une main sur le bras dessus et a dit « Il faudra peut-être se préparer à un accouchement très précoce ». Sue hocha la tête, le visage vide, mais à l'intérieur les murs se fissuraient. À la maison, Noël essayait de garder les choses légères. Il faisait des blagues. Il préparait ses plats préférés. Il gérait la maison si bien que la plupart des enfants ne réalisaient pas à quel point la situation était sérieuse, mais Chloé le savait, et Chris aussi. Un soir, après le dîner, Sue pliait du linge dans le couloir de l'étage lorsque sa vision se brouilla. Ce fut bref, quelques secondes à peine, mais suffisant pour la forcer à s'agripper à l'encadrement de la porte. Une soudaine vague de nausées s'ensuivit. Puis une pression, une vraie pression. Elle a appelé Chloé, qui était à proximité, et au moment où Noël la rejoint, elle était assise sur le sol, pâle, le souffle court. Ils ont appelé une ambulance. Les ambulanciers sont arrivés rapidement. Sue a insisté pour aller elle-même jusqu'au brancard, mais en réalité, elle tenait à peine debout. Les plus grands se sont rassemblés près de la porte d'entrée, silencieux et effrayés. Les plus petits se sont accrochés à Chloé et Chris, les yeux écarquillés, posant des questions auxquelles personne ne pouvait répondre. À l'hôpital, le monde devint fluorescent et rapide. Les machines bipèrent. Les infirmières s'activèrent avec empressement, mais parlèrent à voix basse et calme. L'obstétricien arriva quelques minutes plus tard. Ils branchèrent Sue à un moniteur et observèrent le rythme cardiaque du bébé, régulier mais faible. Noël était là, debout près du lit, le visage décoloré, mais la voix posée. Il tenait la main dessus tandis que le médecin lui expliquait les différentes options. La solution la plus sûre était désormais la césarienne. Pas dans une semaine, ni demain, mais ce soir. Maintenant. Puis vint le document. C'était un formulaire de consentement standard. En cas de complication, qui devait être traité en priorité, la mère ou le bébé? Sue ne pouvait pas le regarder. Noël, lui, si. Il signa la ligne qui disait « Mère ». Puis il l'embrassa sur le front et dit « N'ose aller nulle part ». Ils l'ont emmené sous des lumières vives, et pendant quelques instants, tout a semblé suspendu, comme si le souffle était retenu par un univers entier. De retour à la maison, Chloé rassembla les enfants dans le salon. Certains étaient assez grands pour comprendre la gravité de la situation. D'autres savaient simplement que quelque chose d'effrayant se tramait. Chloé alluma une bougie et la plaça au centre de la table basse. Personne ne parla. Ils restèrent assis là, main dans la main, à attendre. À l'hôpital, Sue était allongée sur la table d'opération, entourée de personnes en blouse bleue et masquées. Son esprit flottait. Non pas de peur. Elle avait dépassé ce stade, mais de souvenirs. Elle vit le premier cri de Chris, les premiers pas de Sophie, les joues tachetées de rousseur de Chloé en été. Elle vit le visage immobile d'Alfie, enveloppé de bleu. Elle vit la lettre, la promesse, puis elle sentit l'incision, la pression, le tiraillement, un instant, un silence, puis un cri. Faible, léger, mais indéniablement vivant. Le bébé, une fille, fut amené au monde, couvert de vernix et parcouru de petits tremblements, gémissant comme le miracle provocateur qu'il était. Sue ne pleura pas au début. Elle resta allongée là, abasourdie, comme si son corps n'avait pas encore compris la vérité. L'infirmière approcha le bébé. Elle est petite, dit-elle, mais forte. Elles le placèrent sur la poitrine de Sue, peau contre peau, cœur contre cœur. Et à cet instant, chaque part de Sue qui avait été effrayée, honteuse ou incertaine s'est ouverte à quelque chose de complètement différent. Soulagement, gratitude, joie, un amour qui ne remplaçait rien, mais ne faisait qu'élargir ce qui était déjà là. Elle murmura, « Tu es là », et ferma les yeux. 1 heure plus tard, en salle de réveil, Noël tenait le bébé dans ses bras pendant que Sue dormait. Il baissa les yeux vers son petit visage, ses poings serrés près de son menton, et murmura « Bienvenue à l'asile ». Quand Sue s'est réveillée, il était toujours là. Et le bébé aussi.
tu as un nom, demanda-t-il. Sue sourit, faible, mais sûre d'elle. Heidi, Heidi Ray. Le deuxième prénom, choisi par les enfants, signifiait rayon de soleil. De retour à la maison, lorsque Noël a appelé pour annoncer que Sue et le bébé étaient sains et saufs, toute la maison a éclaté de joie. Chloé a pleuré. Chris a serré son petit frère si fort dans ses bras qu'il a failli le renverser. Quelqu'un a suggéré de fabriquer un panneau de bienvenue. Quelqu'un d'autre a trouvé des paillettes. Plus tard dans la semaine, lorsque Sue est rentrée à la maison, la famille s'est alignée dans l'allée comme un cortège. Chaque enfant attendait de rencontrer le nouveau membre de sa tribu. Alors que Sue sortait de la voiture, tenant Heidi dans ses bras, Chloé s'avança. Ses yeux étaient rouges, mais son sourire était large. Elle regarda sa mère, puis le bébé, et dit doucement, « Elle va s'en sortir. » Sue hocha la tête. Elle l'est déjà. Les jours qui suivirent la naissance d'Heidi furent pour Sue une sorte de renaissance. Les murs de l'hôpital, autrefois empreints de peur, ne reflétaient plus que gratitude. Les bips des moniteurs, l'odeur de l'antiseptique, les draps d'hôpital rêches, tout cela n'était plus un symbole d'effroi, mais de survie, d'une chance de plus. Heidi était petite, à peine plus de 2 kilos. Mais elle était féroce. Son cri était aigu et provocateur, comme si elle était déterminée à occuper une place dans un monde qui lui avait presque refusé l'entrée. Elle s'accrochait rapidement, dormait par courtes périodes et sursautait au moindre bruit. Mais son teint était beau, ses fonctions vitales étaient solides. Les médecins étaient satisfaits, prudemment optimistes. Sue était épuisée, son corps était endolori à des endroits dont elle ignorait la possibilité, mais le poids de son cœur s'était apaisé. Elle serra Heidi contre elle pendant ses premières heures de calme, peau contre peau, ses lèvres effleurant les fins cheveux noirs du bébé. Elle lui murmura des histoires non pas sur ce qui s'était passé, mais sur ce qui allait arriver. Le bruit des frères et sœurs, la douceur des brioches à la cannelle le samedi matin, la joie des anniversaires avec trop de ballons et un gâteau qui ne semblait jamais tout à fait terminé. Elle lui parla aussi d'Alfie. Dans le silence, elle osa prononcer son nom à voix haute, ce qu'elle n'avait pas fait dans cette pièce depuis des années. Elle dit à Heidi qu'elle avait un frère qu'elle ne rencontrerait jamais, mais qui lui avait fait une place comme personne d'autre n'aurait pu le faire. Que sa vie ne remplaçait celle de personne, mais se tissait simplement dans la même grande tapisserie indisciplinée. Sue resta 3 nuits à l'hôpital ou assez longtemps pour se rétablir, assez longtemps pour avoir confiance que son corps, brisé et reconstruit tant de fois auparavant, pourrait la porter à nouveau. Nul était à ses côtés tous les soirs, somnolent dans le fauteuil visiteur, Heidi blottie contre lui. Il l'avait déjà fait, et pourtant, à chaque fois, cela le transformait. À la maison, la famille avait transformé la maison. Les enfants avaient décoré le salon d'étoiles découpées et de pancartes dessinées à la main, « Bienvenue, petite Heidi », en lettres bulles et paillettes. Chloé avait lavé elle-même le couffin, le plaçant à côté du lit dessus avec des couvertures propres et l'éléphant en peluche que Sue gardait depuis Bonnie. Le jour de leur retour, la maison était plus lumineuse que dans les souvenirs de Sue. Les murs semblaient plus chauds, l'air plus doux, les enfants alignés comme des soldats, les plus grands aidant les plus jeunes à tenir des cartes faites main ou des fleurs cueillies dans le jardin. Il y avait tant de câlins, tant de petites mains tendues vers le bébé. Mais un moment s'est démarqué. Tandis que les salutations s'apaisaient et que tout le monde commençait à s'installer, Chloé s'attarda, debout au bord de la pièce. Sue remarqua les épaules tendues de sa fille, la façon dont elle se mordait la lèvre comme à 7 ans, effrayée de demander de l'aide. Sue s'avança, serrant Heidi dans ses bras. Elle ne dit rien. Elle resta plantée là, attendant. Et puis Chloé bougea. Elle tendit lentement la main, ses doigts effleurant la joue du bébé. Puis son petit poing serré, ses yeux s'emplirent de nouveau de larmes, mais sa voix était ferme. « Elle est magnifique, dit-elle. » Sue hocha la tête. Puis Chloé leva les yeux. « J'avais tort, dit-elle doucement. Pas à cause de la peur. J'ai peur, mais je pensais que ça enlèverait quelque chose à Alfie, à toi, à nous. Et ce ne fut pas le cas. Cela a ajouté quelque chose de positif.
Sue ne dit rien. Elle prit simplement sa fille dans ses bras et passa un bras autour de ses épaules, l'autre tenant toujours Heidi entre elles. Elles restèrent ainsi un moment 3 générations de femmes, liées par l'amour et la perte, par le souvenir et l'espoir. Plus tard dans la soirée, après que les plus jeunes furent couchés et que les plus grands furent dispersés dans le salon à regarder des dessins animés, Sue se glissa dans sa chambre. Elle saisit à nouveau la boîte en bois. Elle lut la lettre, l'original à Alfie, puis celle qu'elle avait commencée pour Heidi quelques semaines plus tôt. Les mots semblaient différents maintenant. Ce n'était ni une supplication ni une confession. C'étaient juste des instants figés dans le temps. Elle plia les 2 lettres, les plaça côte à côte et en ajouta une 3e. C'était court, quelques lignes seulement. À vous 2, mes étoiles dans des cieux différents. Vous ne vous êtes pas remplacés. Vous m'avez complété. Elle la scella, noua le ruban et remit la boîte à sa place. Ni enterrée, ni cachée, mais là où elle pourrait la retrouver quand elle aurait besoin de se souvenir. Cette nuit-là, elle dormit profondément, non pas parce qu'elle n'était pas fatiguée. Elle l'était, mais parce que, pour la première fois depuis des années, le poids qui pesait sur son cœur ne menaçait plus de l'écraser. Il s'était transformé en légèreté, en paix. La maison n'était jamais silencieuse bien longtemps. Cela faisait partie de son charme, de sa vérité. Même maintenant, avec 22 enfants et 5 petits-enfants, un réfrigérateur qui ronronnait sans cesse et des machines à laver qui tournaient comme des turbines à plein régime, il y avait encore de la place pour les rires, les histoires, les après-midi tranquilles passés au jardin, un bébé dans un bras et une tasse de thé dans l'autre. Un matin, Sue était assise sur les marches de derrière, Heidi blottie contre elle dans un porte-bébé moelleux. Le soleil se levait sur les toits, réchauffant les tuiles d'ardoise et chassant la rosée de l'herbe. Derrière elle, la cuisine grouillait de mouvements, nul préparait le petit déjeuner, le bruit des œufs qui craquaient, le bavardage rythmé des enfants qui se disputaient la dernière tranche de pain grillé. Les plus grands entraient et sortaient avec empressement, aidant les plus jeunes à lasser leurs chaussures, préparer leur déjeuner, trouver leur sac à dos. Et, l'espace d'un instant, Sue se sentit immobile. Elle contemplait le jardin, qui ressemblait désormais davantage à un camp familial qu'à un jardin. Trampoline, vélo, dessin à la craie, un ballon de foot posé sous la haie, et elle sourit. Ce n'était pas parfait. Les mauvaises herbes poussaient plus vite qu'elle ne pouvait les arracher. La clôture penchait un peu plus à chaque saison, mais elle était à eux. Heidi remua, poussant un léger soupir. Sue embrassa le sommet de sa tête et repensa à tout ce qu'elles avaient traversé pour arriver à ce matin tranquille, l'hôpital, la lettre, la décision qui leur avait autrefois semblé impossible, désormais indissociable de leur famille. Il n'y avait plus aucune culpabilité, aucune ombre sur la présence d'Heidi, juste la vérité qu'elle était venue au monde quand elle était censée le faire, exactement comme elle était censée le faire, et qu'elle avait tout changé à nouveau. Noel la rejoignit quelques minutes plus tard, 2 tasses de thé à la main. Il s'assit à côté d'elle, leurs épaules se touchant, et ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Ils étaient ensemble depuis assez longtemps pour comprendre que certains moments étaient trop chargés pour être racontés. À l'intérieur, Chloé était assise à table avec Bonnie et Archie, les aidant à écrire une carte pour l'anniversaire d'un camarade de classe. Son rire résonnait à travers les fenêtres ouvertes, léger, sans défense. Plus tard dans la soirée, elle dirait à Sue qu'elle avait beaucoup réfléchi à la maternité. Qu'il ne s'agissait peut-être pas de tout comprendre, mais d'être présente même quand on avait peur. Que peut-être, juste peut-être, elle voulait être maman un jour. Après tout, Sue n'avait rien dit à ce moment-là, elle avait juste pris la main de sa fille et l'avait serrée. La famille s'agrandissait et changeait d'année en année. Chris avait maintenant 2 enfants, Maisie et Jacob, qui venaient le week-end et couraient dans la maison comme s'ils n'étaient jamais partis. Les 3 enfants de Sophie et Daisy, April et Léo appelaient Sue, grand-mère Suzy, et se glissaient souvent dans son lit le matin pour lui demander des histoires, du porridge et des chatouilles. Les anciens enfants devenaient parents. Le cycle se poursuivait, non pas en répétition, mais en renouvellement. La vie n'était pas parfaite. Les factures s'accumulaient. Les courses disparaissaient plus vite qu'elles n'étaient achetées.
Le lave-vaisselle tombait en panne 2 fois en un mois. Et il y avait toujours quelqu'un malade, qui tombait, qui avait toujours besoin de plus qu'une seule main. Mais c'était une belle vie. Une vie fondée non pas sur le contrôle, mais sur l'amour, non sur la certitude, mais sur le choix chaque jour de rester, d'essayer, de prendre soin encore et encore. Sur la chaîne YouTube de la famille, les commentaires affluaient quotidiennement, venant d'inconnus vivant dans des pays lointains, de parents célibataires et de familles dont les enfants avaient quitté le nid familial, de personnes ayant perdu leurs enfants ou n'en ayant jamais eu. Ils écrivaient des choses comme « Votre famille me donne de l'espoir. Te voir me rappelle l'essentiel. Je n'ai jamais pensé vouloir des enfants, mais maintenant je me dis que si. » Tu lisais parfois ces commentaires tard le soir, lorsque la maison était enfin silencieuse et que le poids de la journée pesait lourd sur ses épaules. Il la faisait sourire. Mais ce qui la touchait le plus, ce n'était pas l'admiration. C'était la reconnaissance que quelqu'un, quelque part, voyait sa vie non pas comme écrasante, chaotique ou absurde, mais comme quelque chose de beau, quelque chose qui méritait d'être raconté. Elle n'a jamais rêvé de devenir célèbre. Elle n'a jamais voulu être la plus grande famille de Grande-Bretagne. Tout ce qu'elle a toujours voulu, c'était créer le foyer qu'elle n'a jamais eu. Un endroit où chaque enfant se savait désiré. Où personne n'était laissé pour compte. Où l'amour n'était pas une ressource à rationner, mais un puits qui se remplissait à chaque histoire du soir. À chaque genou écorché. À chaque « je t'aime » murmuré dans le noir. Heidi remua de nouveau dans son porte-bébé. Su lui frotta le dos en fredonnant doucement. À l'intérieur, Noel appelait les commandes du petit déjeuner comme un cuisinier de petite restauration. Quelqu'un laissa tomber une cuillère. Quelqu'un d'autre rit de manière incontrôlable, et Sue resta assise sur la marche arrière, dans la douce lumière du matin, à se laisser envelopper par ce moment. C'était ça. Pas une fin parfaite, mais une fin réelle. Une vie pleine de voix, de larmes et de guérison, de souvenirs et de pardon. Une vie construite non pas sur des choix parfaits, mais sur le choix de l'amour.